Bonjour à tous. Petite introduction donc à cette journée sur le cancer, autour du cancer que nous avons organisée à Lille en septembre 2022. Besoin de se réunir entre professionnels de santé, entre homéopathes, entre acupuncteurs, entre hypnothérapeutes, oncologues, pour pouvoir échanger sur la médecine intégrative, comment l'appréhender, savoir proposer aux patients touchés par le cancer à la fois une combinaison de soins, à la fois médecine, de médecine classique, traditionnelle, et puis aussi de la médecine complémentaire, et avec comme objectif naturellement l'amélioration de la prise en charge et l'amélioration de la qualité des soins. Donc c'était un peu le but de la journée. Alors j'ai commencé moi cette journée par un sujet qui me tient à cœur, qui est la complexité et la prise en charge du patient donc dans sa globalité. On verra que le vivant, finalement, se définit par cet aspect de la complexité, que la complexité, finalement, ça peut être un pléonasme de dire que le vivant est complexe. Et donc, c'est un petit peu sur ça qu'on va réfléchir aujourd'hui. En tout cas, je voulais mettre un petit peu le cadre, peut-être de manière un peu prétentieuse, mais mettre le cadre de cette réflexion sur le vivant et sur la pensée de la complexité de Monsieur Edgar Morin. Alors, vers un changement de paradigme, oui, on est bien conscient que le modèle va changer, que les modèles changent à tous les niveaux, hein, l'ordinateur, l'intelligence artificielle, et que euh, ce qu'on a connu, et la manière le soin qu'on a connu va changer. Et donc, on pourrait en profiter donc pour justement intégrer cette, euh, cette vision du patient qui n'est plus patient objet, mais qui devient un patient sujet, avec le propos de cette intervention. Alors, naturellement, alors j'ai illustré donc ce changement de paradigme par un traité sur l'usage de la saignée et puis aussi un traité sur contre la saignée, on est dans ce changement de modèle et dans ce changement de paradigme. Alors, encore une fois, pendant longtemps, les médecins se définissent comme étant cartésiens, donc naturellement, j'ai mis une photo de Descartes parce que finalement, toute la pensée médicale et toute la pensée scientifique, pas seulement médicale, repose encore sur la, la pensée de Descartes et sur donc cette philosophie de la certitude, philosophie de la vérité prouvée. Donc, c'était intéressant de rappeler ce discours de la méthode, hein. C'est cette règle de l'évidence, cette règle de l'analyse, de la synthèse et de l'énumération, qui, qui à la fois sont donc les principes directeurs de la médecine d'épreuve. Et cette réduction du patient à un objet, donc c'était un petit peu la réflexion qui est donnée par l'EBM, l'évidence basée de médecine, qui était au départ définie par et mis en place par la faculté des médecins, des pharmacologues, je crois, du Canada, qui pour permettre une évaluation et une validation des médicaments avait utilisé tout, tout ce dont on parle à l'heure actuelle dans l'évidence basée de médecine, mais qui est, illustré par les études cliniques randomisées, c'est-à-dire qu'il y a des études cliniques randomisées qui deviennent la pierre angulaire finalement de la réflexion médicale et qui nous mènent finalement à ce soin qui est défini quelque part par c'est critique, hein, qui est défini par le lobbying pharmaceutique. Donc, finalement, le soin n'est pas seulement que ça. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle je monte au créneau aujourd'hui euh, avec une pensée, donc la pensée rationnelle de Descartes. Alors, là aussi, petite illustration, petite pensée, histoire de Descartes, c'est que Descartes dormait beaucoup, passait beaucoup de temps à dormir, se levait pas avant midi et songeait beaucoup. À l'époque, on parlait de songe, on ne parlait pas de rêve. Et donc, pour que
pour peu que toute la pensée rationnelle de Descartes soit issue de ses rêves et de son inconscient, s'il existe, c'est plutôt rigolo enfin, humoristique en tout cas de penser à ça. Descartes, donc, il nous renvoie à notre siècle de médecine triomphante, et donc avec cette séquence linéaire cause, symptômes, diagnostic et traitement, qui est donc l'axe de réflexion médicale actuelle. Et donc, est-ce que cette pensée médicale, elle suffit? Pas vraiment. En tout cas, dans le BM, ça correspond pas vraiment à ma pratique quotidienne, parce que dans ma pratique quotidienne, on a à prendre en charge des gens qui sont dans des souffrances, dans des douleurs, souffrances physiques, souffrances psychologiques, et dans des contextes différents, socio-économiques, dans des contextes immunitaires, dans des contextes génétiques, dans des contextes culturels. Donc, c'est pas simple. Et on, on a quand même à construire une représentation partagée euh, dans une circonstance pathologique entre deux personnes, c'est-à-dire entre le patient et entre le soignant. Donc c'est un peu pour ça aussi que la réflexion sur la complexité, la réflexion sur la prise en charge globale est importante si on veut faire un soin de qualité. Alors les facteurs intervenant donc sur l'état de santé des patients, naturellement, on vient d'en parler. L'environnement social, les contraintes psycho-affectives diverses, les habitudes alimentaires, les équilibres dynamiques, les métabolismes organiques, les antécédents immunitaires, la santé environnementale. Si on est aussi dans un changement de paradigme, là, la prise en charge de l'eau, de l'air, de la terre, pollution, bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. La génétique et les cultures, ont aussi leur impact et aussi leur intérêt à être pris en considération. Donc voilà, c'était un peu pour cette dernière diapositive. Enfin, avant de passer justement à l'idée de cette complexité, donc naturellement, j'ai repris les 5 des 10 principes qui ont été élaborés par Carmorin dans la méthode. Et euh, la définition, euh, la définition de la complexité, naturellement, c'est point de vue étymologique. Ça signifie complexus, qui signifie qu'il est tissé ensemble dans un enchevêtrement d'entrelacement. Hein. Donc c'est plexus. Et à partir de cette idée de la complexité, on a défini, donc j'ai repris donc 5 des principes définis par M. Morin sur d'abord le premier principe qui est le principe biologique. Hein. Donc c'est cette idée à la fois de dualité dans l'unité. Donc j'ai pris l'exemple de l'ADN parce que c'était finalement ce que nous on connaissait le mieux, enfin le mieux, dans notre vision du vivant, dans notre vision médicale, donc et biologique. Donc le système stable de l'ADN, et puis naturellement cet ADN qui synthétise avec par le biais des acides aminés qui synthétisent des protéines, hein, formes multiples, qui se dégradent et qui se reconstituent sans cesse. Donc c'était pour illustrer ce principe biologique. Donc deux logiques qui sont nécessaires l'une à l'autre. Euh, c'est un peu différent de la dialectique et naturellement, alors la dialogique s'oppose à la dialectique, mais c'est aussi vont aussi ensemble. Donc c'est aussi le propos de dualité dans l'unité. Donc et ce qui associe les deux termes à la fois complémentaires et antagonistes. C'était à noter que ce principe dialogique était intéressant à prendre en considération dans cette vision du vivant. Le tourbillon, deuxième principe du tourbillon, c'est que finalement, chaque mouvement est à la fois produit et producteur. Donc un processus récursif est un processus où le produit et les effets sont en même temps cause et producteur de ce qui est produit. Naturellement, on est dans une société, on a
des langages, on a des langues, on a des cultures, on a des savoirs acquis et transmis. Et ce sont ces interactions de la société qui produit les individus et qui, à la fois, la société, une fois produite, rétroagit sur les individus et les produits. On est le système systématique de tournée. Voilà. C'était un peu l'illustration de cette diapositive en sachant que, bon, voilà, euh, c'est ce qui nous définit et ce qui fait que nous sommes des individus humains. Donc l'idée récursive est donc différente de l'idée linéaire, c'est ce que je viens de vous dire. Donc cause, effet, produit, producteur, structure, suprastructure, puisque tout ce qui est produit revient sur ce qui le produit dans un cycle lui-même, autoproductif, auto-organisateur et autoproducteur. Troisième principe, principe hologrammatique, donc c'est l'hologramme. Et le moindre point de l'image de l'hologramme contient la quasi-totalité de l'information de l'objet représenté. Donc, c'était aussi quelque chose de fondamental dans mon esprit. Et non seulement la partie est dans le tout, mais le tout est dans la partie. Ça, c'est des éléments qui, moi, m'ont passionné dans cette idée du vivant, dans cette idée de la totalité. C'est pas que tout est dans le tout, hein, c'est que dans le tout est supérieur à la somme des parties, et dans chacune des parties, il y a le tout. Ça correspond plus exactement à cette définition du vivant qu'on retrouve naturellement à l'échelle biologique. Chaque cellule de l'organisme contient la totalité de l'information génétique de l'organisme. Donc ça, c'est aussi pour faire le lien avec l'hologramme. Et que l'idée de l'hologramme dépasse le réductionnisme qui ne voit que les parties et l'holisme qui ne voit que le tout. Voilà, c'était. Alors, c'est pas seulement. C'est une pensée qu'on retrouve chez Pascal. Hein. Je ne peux concevoir le tout sans concevoir les parties, et je ne peux concevoir les parties sans concevoir le tout. C'est une idée aussi qu'on retrouve donc chez ce philosophe. Quatrième principe, principe d'autonomie-dépendance, auto-éco-organisation. Les choses vivantes sont des systèmes auto-organisateurs qui sans cesse s'autoproduisent et par la même dépense de l'énergie. Pour entretenir leur autonomie, ils doivent puiser de l'énergie dans le milieu dont elles dépendent pour être autonomes. Bon, c'est la définition du vivant. Donc un cinquième principe qui est le principe réintroduction de la connaissance dans toute connaissance. Ça, c'était aussi une vision qui est une vision, pour citer Varela, qui écrit que l'homme est un corps pensant et a introduit donc l'obligation de la notion d'histoire de vie dans l'évolution d'une démarche scientifique. Donc voilà, c'est cette idée que tout objet machine, tout objet processus inventé contient part du sujet qui les a conçus. Donc c'est cette idée que la perception, la théorie scientifique, toute connaissance est une reconstruction, traduction par un esprit cerveau dans une culture et un temps donné. Et donc que l'homme est un objet pensant et que l'objectivité, finalement, elle est un peu subjective. Elle peut l'être. Donc la complexité, un système complexe est un système dont le tout est supérieur à la somme des parties. Et le tout dans chaque partie, c'est vraiment la définition du temps. Et ça nous arrange bien parce que cette approche systémique top-down s'appuie sur l'étude théorisée des interactions des différents niveaux de régulation, nous semble être plus proche, ça correspond plus à nos pratiques et naturellement, ça correspond plus à la complexité du vivant. Parce que le vivant, c'est pas une cellule, hein, naturellement, vous savez tous, c'est un système auto-organisateur, même le plus simple, combiné à un très grand nombre d'unités. Alors, des molécules dans une cellule, et puis des cellules dans l'organisme. 10 milliards de cellules pour le cerveau humain. On semble qu'il y a plus de 30 milliards pour l'organisme. Donc, et il intègre de même des incertitudes, des indéterminations, des phénomènes aléatoires. La complexité a toujours affaire au hasard. Et
on a ce petit schéma qui renvoie, tout à l'heure on était resté sur A, donne des linéaires, donne A, donne B, et là on a A donne B, et B donne des informations à A, et tout s'auto-organise. Donc ça c'était aussi, alors naturellement on a mis que A et B, mais on pourrait mettre C, D, E, F, G, H et toutes les lettres de l'alphabet, il ne suffirait pas dans cette interrelation, des, des niveaux, de certains niveaux, de certaines cellules, et ces feedbacks et ces rétroactions de l'organisme que vous connaissez bien. Alors, comparer un petit peu la médecine allopathique et la médecine homéopathique. J'aurais pu prendre la médecine traditionnelle chinoise aussi, parce que finalement, c'est un petit peu la même chose. Euh, et à quoi on s'adresse finalement? C'est un petit peu aussi pour faire le point pour nos collègues allopathes qui nous renvoient à, nos, à notre médecine placebo. D'abord, on soigne des pathologies qui sont essentielles, pas que chroniques, mais beaucoup chroniques. Alors, chronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne passeront pas toutes seules. On n'a pas besoin d'avoir une aide. Réversible, on s'intéresse donc à ces pathologies-là, essentiellement. Réversibilité, ça veut dire que, bah, par exemple, un asthme est réversible, un eczéma est réversible, une colopathie est réversible, les migraines sont réversibles. Il n'y a pas de lésion. Donc, il n'y a pas de lésion, c'est le cadre. On n'est pas efficace sur un cancer, on n'est pas efficace sur un infarctus, une hypertension artérielle. On peut aider les patients à gérer tout ça, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Le côté psychosomatique, naturellement, est très important. On a une action aussi sur le psychologique, parce que ça va ensemble, le psyché et le somatique. On est essentiellement une médecine des fonctions. On fait toujours la différence dans la médecine traditionnelle entre les fonctions et les structures. Médecine allopathique qui est très, très, très forte pour prendre en charge les lésions, les structures, les lésions coronaires, les ulcères, les infarctus. Par contre, nous, on reste sur les fonctions des organes. Et c'est tout aussi intéressant de soulager son patient, même si on n'a rien trouvé aux examens qui continuent à souffrir de l'estomac, à souffrir du côlon ou à souffrir de ses migraines. Reste pas moins qu'on est là pour soulager son patient. Global, parce qu'on nous intéresse naturellement à tout ce contexte et tout cet environnement qui est important, et analogique par rapport à analytique et la pensée des médecines traditionnelles au départ était analogique, mais bon, on y vient, on y est toujours quelque part. Quand on a parlé tout à l'heure de BM et quand on a parlé de cette étude de validation et, et d'étude des médicaments, on voit bien que cette analogie a glissé sur l'EMB, sur l'évidence basale médecine, qu'on a utilisé les ECR qui étaient utilisés pour les médicaments, a été par analogie utilisé pour le soin et prendre en charge les patients. Donc l'analogie, elle est partout, on la retrouve partout. Donc nous constatons que la science est devenue aveugle dans son incapacité à contrôler, à prévoir, et même concevoir son rôle social dans son incapacité à intégrer, articuler et réfléchir sur ses propres connaissances. Ça me paraît aussi très important, réfléchir sur ses propres connaissances. Beaucoup de réflexions à mener. En tout cas, ça, c'est une bonne réflexion à mettre en place. Donc, la connaissance proposée est complexe parce que, naturellement, elle reconnaît que le sujet qu'il utilise est inclus dans son objet. Donc, ça, c'est aussi très important. Elle conçoit inséparablement l'unité et la diversité humaine. Elle conçoit toutes les dimensions ou aspects disjoints, compartimentés de la réalité humaine qui sont physiques, biologiques, psychologiques, sociales, mythologiques, économiques et historiques. Conçoit Homo non seulement comme sapiens, faber economus, mais aussi comme démence et venance. Elle tient ensemble des vérités disjointes, s'excluant l'une de l'autre. Elle allie la dimension scientifique, naturellement. On garde la vision cartésienne parce qu'elle est importante. Il n'est pas question de la rejeter dans la complexité, au contraire.
parce qu'elle retrouve un sens aux mots perdus et déchus dans les sciences. Hein. Naturellement, il ne faut surtout pas parler d'âme, d'esprit, de pensée, et pourtant, pourquoi pas. En conclusion, donc, la complexité, c'est l'union de la simplicité et de la complexité. D'ailleurs, tout ce qui est complexe s'énonce simplement. C'est l'union des processus de simplification, séparation, réduction, avec les autres contre-processus qui sont la communication, l'articulation de ce qui est dissocié et distinct. C'est échapper à l'alternative entre pensée réductrice qui ne voit que les éléments et pensée globaliste qui ne voit que tout. Alors, et après, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc, la complexité, c'est pas une nouvelle recette pour connaître l'inattendu. Elle nous rend prudents, attentifs. Elle ne laisse pas nous endormir en apparence mécanique et l'apparence trivialité déterministe. Et donc, par rapport au cancer, pour en revenir au cancer, la médecine a toute sa place. D'ailleurs, d'abord, plan cancer 2003-2007 à mesure 42 qui intègre des soins chronologiques de support, hein, essentiels dans une approche de la complexité. Donc, on a le droit, le devoir d'utiliser nos médecines dans la prise en charge des patients. Et on voit bien que les patients qui sont accompagnés, non seulement n'ont pas de perte de chance, mais sont quand même bien mieux encadrés, mieux suivis pour supporter des traitements qui sont lourds, qui sont difficiles. On met en place une démarche participative interdisciplinaire qui est différente de pluridisciplinaire, donc il y a une intégration de toute cette médecine dans la médecine classique par une demande des patients. Alors, l'évidence basée de médecine, c'est les ECR, donc c'est des études cliniques randomisées, c'est l'expérience du praticien, du soignant, et puis c'est aussi la demande des patients. Souvent, le BM se résume aux ECR, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut aussi qu'il y ait la demande du patient et l'expérience du praticien. Donc, en vue d'une validation des différentes méthodes, hein, donc l'activité physique a été reconnue comme étant efficace dans la prise en charge des patients qui étaient atteints de cancer. Donc, voilà, méthodologie mécaniste qui pourrait nous convenir aussi dans cette approche de processus activé. Alors ça pourrait être une piste de réflexion dans la démarche qu'on pourrait mettre en place par des protocoles acupuncture homéo, où finalement on envisagerait l'action de ces médecines comme des molécules à effet systémique, qui ont une action à la fois une action globale. Ça pourrait être intéressant, donc, étant donné que cette action, elle sollicite plusieurs mécanismes physico-chimiques ou sociaux. Et naturellement, ces mécanismes physiologiques et psychologiques sollicités agissent ensemble, donc c'est difficile de les séparer. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui. Donc la prise en charge des patients avec des pathologies complexes qui vont exister de plus en plus avec des gens qui vivent de plus en plus longtemps. Donc on va avoir des pathologies chroniques évolutives, multifactorielles. Donc la réflexion doit évoluer et tout ceci nous conforte donc dans le choix d'une médecine intégrative qui permettrait une approche personnalisée, préventive, participative et prédictive. Et sans oublier finalement cet apport du patient qui favorise donc une communication, une concertation et qui repose le principe thérapeutique, qui repositionne le lien social comme principe thérapeutique. Ça paraît aussi tellement évident dans une société de solitude. Et pour terminer, je reprends un poète que M. Morin cite souvent, Antonio Machado, poète espagnol andalou, qui est mort à Cabourg et qui cite toujours dans un de ses poèmes Caminante no hay camino, toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. Ça veut dire aussi que finalement, le chemin se fait en chemin. Merci.